Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Chekib Abdeslam, directeur de l'édition Afabar. Ok, j'ai dit bonjour. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui là? Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? Bonjour Hackfirst et Gojo TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de la géo-ingénierie. C'est quoi cette géo-ingénierie? C'est géo, ça vient de géographie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si des ingénieurs étaient en train d'essayer de mettre en place une espèce de génie du climat et un génie, comme le génie civil par exemple pour la construction, pour les routes, pour ceci, cela. Là, ça serait un génie civil dans l'espace, dans l'atmosphère, mais juste l'espace aérien, hein, c'est-à-dire pas dans la stratosphère, etc. Et que en intervenant d'une manière globale, c'est-à-dire sur l'ensemble du globe, ou en tout cas dans des régions importantes, en intervenant techniquement, on pourrait soit lutter contre les dérèglements du climat, soit provoquer des adaptations ou s'en protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, par avion, il y a des ingénieurs qui mettent au point des systèmes d'épandage aérien qui vont agir sur le climat. Alors, c'est vrai que dans les années 80, peut-être même avant, je sais qu'il y avait eu des expériences pour provoquer des pluies artificielles, et à ce moment-là, alors j'ai pas d'historique, hein, peut-être que ça a déjà commencé dans les années 50 ou voilà, mais je sais que en Afrique et aux États-Unis, il y avait déjà eu des expériences d'épandage aérien pour provoquer des pluies artificielles. On balançait du nitrate d'argent dans des nuages pour provoquer des pluies. Et ça, à l'époque, on présentait ça comme une façon de fertiliser le désert, etc. Voilà, et de lutter contre la sécheresse, l'aridité ou la désertification. En fait, voilà, on ne sait pas après ce qui s'est passé, où ils en sont arrivés dans leur recherche et dans leur expérimentation, qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et parce que déjà le nitrate d'argent, c'est déjà pas n'importe quel produit, ça se trouve pas d'une manière naturelle dans l'oxygène et l'air qu'on respire. Et ça fait quand même il y a 40 ans ou 50 ans. Donc voilà. Aujourd'hui, alors qu'on a largement déréglé le climat, à cause des pollutions, à cause du carbone, voilà, etc., et des énergies fossiles qui se répandent dans l'atmosphère. Aujourd'hui, les partisans de cette géo-ingénierie prétendraient que, en faisant des épandages dans le ciel, on peut, au contraire, empêcher aussi qu'il pleuve, on peut aussi provoquer
une espèce de couverture entre le soleil, le ciel bleu et les terriens qui sont sur la surface de la Terre, qu'on ne verra plus, on voit presque plus ce ciel bleu. Donc, ce serait à cause d'épandages qu'on est en train de mettre dans l'atmosphère pour, comme le prétendent les grands ingénieurs de la géo-ingénierie, que ça nous protégerait, entre autres, du soleil, d'avoir tout le temps des nuages sur la tête. Mais pour avoir des nuages tout le temps sur la tête, on fait aussi des épandages aériens, comme pour provoquer la pluie artificielle. Donc, c'est juste pas possible. C'est quelque chose qui est inimaginable en fait, parce que ça provoque aussi d'autres conséquences. Et le ciel est rempli de produits. Et en fait, autrefois, c'était plus ou moins interdit. Ceux qui faisaient ça le faisaient à peu près à 8000 mètres d'altitude. Et maintenant, il paraîtrait que c'est à 4000 mètres d'altitude et qu'on voit dans le ciel des traînées blanches ou grisâtres et qui vont même se croiser dans le ciel d'une manière perpendiculaire, ce qui est interdit pour les avions, pour l'aviation civile et militaire. C'est interdit de faire des croisements perpendiculaires dans le ciel avec des avions ou autres aéronefs. Donc, j'ai appris aussi que même Monsanto ferait des épandages de particules, de nanoparticules, c'est-à-dire des particules invisibles, hein, minuscules, d'aluminium. Et que donc il y aurait des avions qui réalisent des épandages d'aluminium dans l'air. Cet aluminium, il arrive sur les terres agricoles, et à ce moment-là, les seules semences qu'on trouve dans le monde qui sont résistantes, capables de résister à ces nanoparticules d'aluminium qui rentrent dans la composition des sols superficiels, là où il y a l'agriculture, sont des semences de Monsanto, etc. Voilà, ça ce n'est qu'un exemple, hein. Donc, est-ce que c'est possible d'accepter ça ? Est-ce que c'est possible aussi que ça soit pratiquement inconnu du grand public? Puisque moi-même, quand j'en ai parlé, on a voulu me faire passer pour quelqu'un, voilà, on m'a dit, oui, il y a une dizaine d'années, il y avait dans une manifestation 4 hurluberlus qui étaient en train de distribuer des flyers qui parlaient de cette question-là. Et que donc, non, c'était des ozos qui disaient n'importe quoi. En fait, il s'avère que non, que c'est pas n'importe quoi, puisque la question a été déjà présentée dans de grands médias, et elle a été aussi discutée lors de conférences de presse, par exemple d'un actuel ministre de l'écologie, qui était interrogé par une journaliste directement sur cette question de géo-ingénierie et d'épandage. Donc, voilà. Et on apprend aussi que ça serait autorisé et ça se pratique régulièrement dans les pays de l'OTAN, mais que les présidents de Russie auraient interdit ça pour la Russie, et on nous dit aussi que l'actuel président des États-Unis aurait interdit cette pratique d'épandage aérien dans le ciel des États-Unis. Voilà, donc la seule excuse qu'on a dans ce domaine de provoquer des épandages qui ont été c'est-à-dire les épandages aériens sont réalisés par des avions, et sur certains de ces avions, il y a des personnes qui ont pris des échantillons
de particules et de poussières qui se trouvent collées derrière les réacteurs et à l'arrière des avions. Ils les ont fait analyser dans des laboratoires. Ça s'est passé en France et ça s'est passé en Italie, à ce qu'on nous dit. Et que les laboratoires ont confirmé la présence de nanoparticules chimiques sur les carlingues de ces avions. Donc ils pensent qu'en agissant sur le climat, ils vont repousser l'échéance de la destruction, on va dire même de la planète ou de l'écosystème ou de certains écosystèmes. Alors, on sait très bien, par exemple, que les conséquences de l'utilisation des énergies fossiles, par exemple, ont provoqué tellement de conséquences sur l'air qu'on respire, mais aussi sur la nature, sur les plantes, sur les espèces végétales et sur les espèces animales. Et bien sûr sur l'être humain aussi, puisqu'il y a toute une floraison de cancers inhabituels, etc., qu'on va rencontrer dans tous les pays, à commencer par les pays développés. Et on sait aussi que toutes les 3 minutes, il y a une espèce vivante qui disparaît de la Terre. Alors la majorité sont des insectes ou des poissons, voilà, etc. Mais on est en train de détruire la planète. Donc ces épandages, cette géo-ingénierie serait faite pour repousser l'échéance de cette destruction de la planète. Pour d'autres, ils prétendraient que ces épandages vont permettre aux gens de conserver plus longtemps leur mode de vie actuel. C'est-à-dire qu'on continuerait à utiliser du gasoil, on continuerait à brûler des énergies fossiles et à utiliser le charbon, le pétrole et d'autres partisans de cette géo-ingénierie globale, qui est au niveau mondial, feraient ça pour pouvoir perpétuer leurs profits, les profits qu'ils font à partir des énergies fossiles. Et donc, voilà, on se protège d'un côté, mais de l'autre côté, on provoque d'autres choses, on ne connaît pas les conséquences, et on n'est même pas informé de la réalité de cette géo-ingénierie. Combien d'épandages, où, quand, comment, et qu'est-ce qui en résultera? Est-ce que c'est réglementaire? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que voilà, et à quel point comment, dans quelle mesure on peut vraiment lutter contre le climat tout en continuant à garder son mode de vie actuel et à réaliser des profits sur l'exploitation des énergies fossiles. Donc on peut montrer juste quelques images. Ici par exemple vous voyez en plein désert un champ pétrolier, donc avec l'exploitation du pétrole et les torches qui n'arrêtent pas 24 heures sur 24. Certaines, ça fait 100 ans que c'est comme ça. Elles n'arrêtent pas de brûler les déchets du pétrole qui sont la partie du pétrole qui n'est pas exploitable. On la brûle dans ces torchères. Mais ces torchères, il y en a des dizaines de milliers à travers le monde. Et c'est 24 sur 24, ça ne s'arrête jamais. En plein désert, alors que dans ces déserts-là, il y a des endroits qui sont parmi les endroits les plus propres et les plus purs de la planète. Dans le désert, les rayons infrarouges du soleil aseptisent tout ce qu'ils touchent. Il n'y a pas de microbes, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de mouches, il n'y a pas de... Vous voyez, dans le désert. Donc automatiquement, il y a des maladies qui n'existent pas. Les maladies respiratoires aussi n'existent pas. Donc comment on en est arrivé à salir
à la fois c'est désert et les rayons infrarouges du soleil sont aussi la cause de la fertilité des terres dans les oasis, dans le désert, parce que contrairement à ce qu'on voudrait croire, dans le désert, il y a des microclimats comme dans les oasis où, grâce au soleil, eh bien, on a des plantes qui poussent parce qu'il y a aussi de l'eau. Et quand il y a les deux, ben il y a pour certains, par exemple le nord du Mali ou le Sahara central, il y a des endroits où on aura jusqu'à 4 récoltes par an de la même céréale. Vous voyez ? Donc voilà, par exemple, en plein Sahara central, il y a des montagnes où on peut faire pousser, et ça c'est traditionnel, depuis des siècles et des siècles, on fait pousser des vignes. Donc on produit des raisins. C'est des raisins qu'on va sécher, qui étaient exportés depuis des siècles en caravane. Et ces raisins-là, on a 2 récoltes par an, et non pas une seule comme pour le reste de la planète. Donc, que voulez-vous faire? Vous voulez masquer avec des épandages dans le ciel le soleil et le ciel bleu? Mais le soleil, il a aussi des effets très positifs sur la planète. D'ailleurs, c'est grâce à lui que la planète existe et qu'elle continue à exister. Voilà. Donc on est vraiment dans des absurdités, ou alors il faut mettre au courant le grand public et nous expliquer vraiment qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette ingénierie. Voilà, par exemple, ici, je vous montrerai voilà, une image d'un avion de géo-ingénierie qui serait en train de provoquer des épandages. Et une autre image ici qui fait... Voilà, ici c'est une explosion volcanique, mais voilà, c'est très bizarre quand même, comme c'est un petit peu ce qui pourrait nous arriver à force de jouer sur les questions de climat et sur les équilibres de la planète, les équilibres naturels de cette planète. Parce que quand il y a bien sûr, si on va aller on peut pas s'approcher du soleil parce qu'il y a des grandes éruptions sur le soleil. Je sais pas, j'ai oublié maintenant, mais c'est impossible de s'en rapprocher, tout va fondre, etc., tout va être brûlé, etc. Mais ce soleil joue un rôle. C'est comme pour la couche de l'ozone dans l'atmosphère, que depuis 40 ans, on nous dit qu'il y a un trou dans l'ozone, et que donc la planète Terre n'est plus protégée n'est plus protégée des rayons du soleil, mais dans ce qu'ils ont de négatif et de dangereux pour la planète. Et voilà, donc d'un côté, on se protège moins des effets dangereux, négatifs, et d'un autre côté, on va provoquer d'autres façons de ne pas bénéficier des côtés positifs de ce soleil, puisque maintenant, c'est assez rare d'avoir un ciel bleu. Quand même, avant, on voyait souvent le ciel bleu, et des fois même en hiver. On appelait ça l'été indien. Mais maintenant, on ne le voit pas, cet été indien, avec un beau ciel bleu et du soleil, même s'il fait froid. Mais il y avait un beau temps, en plein hiver. Voilà. Et en été aussi, c'est pareil. Il y a des régions dans le monde, notamment l'Europe occidentale, où on le voit presque plus, ce ciel bleu. On se demande ce qui se passe, quoi. C'est pas possible que tout d'un coup, comme ça, ils se mettent à disparaître, alors que de tout temps, il y a eu un ciel bleu. Et voilà. Donc c'est quand même assez problématique. Merci à Hackfirst et Gojo TV. Merci beaucoup. Merci. C'était Cheikh Abdeslam, directeur de l'édition Afaba.
My name's Aaron and I'm from Australia. Okay. nos perles de la rue. Romeo yo ene de kubakaba ni le ni kidayo ene de kubakaba ya boyo ni la zamba ene kidayo bago siye ene de kubakaba ya yo ene kidayo. Pour l'applaudir, c'est 400 000 francs. Tu envoies 10 ans, tu envoies 10 ans. Si? Ouais, c'est pas cher. Attends, c'est pas cher. Oh, mio, no tu le ni no ni no yo, no tu le ni mi no yo, no tu le ni no ni yo nyanga. Ele nge ne tu le ni, ne le ni ke dayo. Bagbo c'est pour vous. Belle goûter au papé.
Ive babu pangno Ene dago bajaba Hani kiani kanyo Bon non. Voilà, merci. Ça c'est elle qui fait. Ouais, salut, ce soir c'est Star trop tard. Et ouais, il n'est jamais trop tard pour être une star. Donc, c'était les vacances, hein. On était partis un petit peu en vacances. J'espère que vous avez passé toutes d'agréables vacances, ouais. Donc nous, on est à la patate, à Paris, il fait super chaud. Les Parisiens, levez les mains, ouais. Jacques, un billet de 50 €, ça sent bon tout ça. D'habitude, je fais disparaître des billets de 500. Et la dame, elle pleure à chaque fois.
Et là, avec une vue de qualité, j'ai pas osé quoi. Pour qui? Pour moi? Ah oui, parce que après ça fait. Alors là, je vais bien disparaître avec une de 50. Oui. Je sais pas comment je vais le faire disparaître. Prends-moi un peu. Pijac, regarde la caméra. Oh my god! Bravo, Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur la revue, je reviens un coup étourdi par la lendemain. De l'étoile à la concorde, on en fait sans mille corps, tous les oiseaux du coin du jour chantent. Tout le monde! Seront fermés à partir de 2h du matin pour les trop tard. Nous avons la chance d'avoir accueilli Raz. Ouais. मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुबा दे हर जख्म तुझको दिल से दुबा दे खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे तुझको बुला ना पाया मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू मेरी हर खुशी है Toile. Ouais. Et tu l'as fait à quelle période? Hein? Quelle période? Je sais même plus où est la date. C'est 2012. C'est trop beau. Hein. Et c'est comme ça, hein. C'est naturel, il y a pas, je n'ai pas de modèle, je l'ai fait comme ça. Hein? Celle-là aussi. C'est comme ça, hein. Et je travaille mon pinceau. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec une artiste, peintre. Son nom, Evelyne Zebib. On découvre. Alors, j'ai dit bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles? Evelyne. Evelyne. Alors, Evelyne, tu fais de la peinture, c'est ça? Oui. Depuis quand? Presque 20 ans. Enfin, ouais. Presque 20 ans. C'est un nom spécial, ce que tu fais. C'est pas du collage, ça? Non. Je m'y connais pas, mais bon, voilà. Non. Alors, il y a je fais beaucoup de pointillisme parce que c'est ma passion déjà. Si elle peut me regarder, ça serait bien. Oui, c'est ma passion parce que je regarde mes toiles en même temps. Ouais. Et je fais un peu d'huile et beaucoup plus d'acrylique. Je mets souvent des paillettes dans mes toiles pour qu'elle ait plus de puissance, beaucoup plus
plus de vie. Voilà. Parce que tout dépend quand j'en mets, tout dépend dans la toile que je vais faire. Comme là, cette toile-là représente, comme c'est la nuit, il faut lui donner un peu de pétillant par rapport, mettons, comme s'il y avait les étoiles qui brillaient sur l'eau pour donner beaucoup plus de relief. Voilà. Une question. Oui. Maintenant, j'ai changé un petit peu de style en faisant beaucoup plus de pointillisme parce que même si c'est du travail qui est très long, mais je trouve que le résultat est meilleur. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, ça amène tout à fait autre chose que de laisser une toile comme ça. J'aime bien approfondir mon travail dans ma peinture. Comment est-ce que tu choisis tes thèmes? Pardon? Tes thèmes. Les thèmes quand je prends un thème pour une toile, c'est souvent soit des livres que j'ai lus, des opéras que j'ai vus, ou de la musique qui me font rêver, ou alors des souvenirs de mon enfance que je vais reproduire sur mes toiles. Voilà. D'accord. Tu fais des grands tableaux, tu en fais des petits, comment tu fais? J'aime bien faire les grandes toiles parce que je trouve que sur les toiles, les grandes toiles, je m'exprime mieux par rapport à une petite toile. Parce qu'une petite toile, c'est beaucoup plus resserré. Je sais que y a des gens dans des appartements, parce qu'à Paris, les appartements sont beaucoup plus petits, donc on ne peut pas. Mais moi, ça ne me gêne pas, je préfère faire des grandes toiles. Si je vends, c'est un plaisir. Si je ne vends pas, tant pis. Mais pour moi, je m'exprime beaucoup plus sur des grandes toiles que sur des petites toiles. On en a déjà parlé, mais ton inspiration. Mon inspiration. C'est un peu comme j'ai parlé des thèmes, mais. Voilà, mon inspiration. Souvent, c'est. Tout d'un coup, il faut que je peigne. Et je pars d'un sujet. Et ça va être. Comment ça s'appelle je vais l'explorer de jour en jour. Je vais peut-être laisser une toile, mettons 3-4 jours. Et je vais, comment ça s'appelle, reprendre ma toile parce que j'aurais vu quelque chose à un moment qu'il fallait que je pose sur ma toile. Voilà, en général, c'est comme ça que je travaille. Mais j'aime bien m'exprimer. Quand je commence à peindre, j'écoute de la musique et là, j'explose dans ma peinture. Ouais. C'est un plaisir. Yeah. Ah oui. Quand j'écoute une musique, si la musique est entraînante, alors là, je vais m'exploser. Ça va être de l'explosion. Hein. Et des fois, il m'est arrivé de regarder des grands concerts et j'ai une envie de peindre, mais de peindre à tout péter, quoi. Faut que je peigne. Ouais. Et tu me dis, ça fait 20 ans que tu peins. Oui. Mais la peinture par rapport à tes parents? Mes parents ne voulaient pas que je fasse de la peinture. Parce que mes parents considéraient que la peinture, c'est des gens de bohème, mais ils n'ont pas compris leur enfant. Ils n'ont pas compris que leur enfant, elle avait besoin d'autre chose. Et moi, comment ça s'appelle donc, mes parents ne voulaient pas, mon père, parce que ma mère est morte très jeune, mon père ne voulait pas parce qu'il disait que c'était un métier de bohème, que j'allais pas vivre, que j'allais pas... je dis pas qu'il avait pas tort, mais en fin de compte, dès que j'ai pu me redonner dans l'art, tout de suite j'ai fait de l'art, quoi. Il fallait que je peigne. C'est obligé, c'était obligé. Ouais. Oui, parce que
Voilà, mon père m'a mis chez les sœurs pour que je sois sérieuse. Il m'a mis il s'est dit, elle va être obligée et tout ça. Et en fin de compte, j'ai rencontré des femmes qui m'ont donné encore plus l'envie de peindre et d'écouter de la musique, de la grande musique et tout ça. Malgré que chez nous, on avait beaucoup, on lisait beaucoup, on faisait beaucoup d'art. Mais mon père considérait que c'était pas... c'était un métier qui ne m'aurait rien apporté. Voilà. Et donc, par rapport à la position que ton père a eue, est-ce que maintenant, tu n'as pas de regrets? Est-ce que tu ne te dis pas, j'aurais dû suivre les conseils de mon père? Ou alors, tu es contente d'avoir choisi cette route? J'ai fait quand même un métier, avant, mais comment ça s'appelle? Je pense que j'aurais mieux aimé faire de l'art tout de suite. Ouais. Parce que... Donc il y a un petit regret. J'ai du regret, oui. Oui. Parce que moi j'ai tout à fait le style je vis comme j'ai envie de vivre. On ne doit rien m'imposer. Si on m'impose, c'est foutu. Je suis foutu là. Moi j'ai envie de vivre. Aujourd'hui j'ai envie de faire ça, demain j'ai rien envie de faire, je ferai rien, je m'en fiche. Et si j'ai envie de lire toute ma journée, je vais lire toute ma journée, j'en ai rien à faire. Je suis une personne qui a envie de vivre de ce que j'ai envie, parce que je dis on fait qu'un passage sur la terre, et si on n'a pas fait sa passion, et ben moi je dis qu'on peut être frustré, et moi j'ai pas envie d'être frustré, quoi. J'ai envie de vivre paisiblement, donc... et puis moi j'aime bien les gens, j'aime bien tout ça, j'aime bien voir quand les gens aiment ma peinture, ça me fait un plaisir, même si je ne vends pas. Les gens ils me disent que mes toiles sont bien, ça me fait beaucoup de bien, quoi. Voilà. Justement, en parlant de tes toiles, et si on veut voir tes toiles, qu'est-ce qu'on fait, où on va? Est-ce que tu as un site? Est-ce que tu exposes bientôt? Ben oui, je vais exposer chez mon amie Anne-Marie. C'est où? On peut avoir l'adresse déjà? Alors, je ne sais plus combien c'est, rue du Fossé Saint-Bernard. Dans le 5e? Chez Péto, dans le 5e. Voilà, donc je vais mettre mes toiles, je crois au mois de février, chez mon amie Anne-Marie, qui tient la boutique de chez Gepetto, rue du Fossé Saint-Bernard, dans le 5e. Et ça me fera un grand plaisir d'exposer chez elle. Et ça sera encore d'autres personnes, parce que je n'ai jamais exposé dans le 5e. J'ai exposé un petit peu partout. Là, j'ai exposé moins parce que Yvon, il avait eu un problème de santé. Donc j'ai un peu arrêté parce que c'est quand même lui qui m'aide pour faire tout ça. Mais là, maintenant que je sens que tout va bien, je vais exposer. Voilà. Ouais. Merci, Evelyne. De rien. Ça me fait très plaisir d'avoir été interviewée. Hein? Et pour moi, à très bientôt, alors, chez Gepetto et Vélo. Voilà. 28 rue des Fossés Saint-Bernard, dans le 5e. Ouais. Ok, ça va pour le mois de février, c'est ça, hein? Oui. La Faille. Bonjour. Peut-on dire ce que l'on ne sait pas? Bienvenue dans Transmission, le journal officiel des 3W.web. La Cour. Le dire n'existe pas sans le savoir. Autrement dit, dire sans savoir ne veut rien dire. C'est clair. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Gojo TV, yes I. Mon amour, c'est Loana pour vous montrer au mini festival reggae. Rasta
And all of these things are mine, not because of your ethnicity or your religious ideology. Don't be like a love for Babylon's philosophy. Don't judge me by the shade of my skin. Don't look down at me for the place of my origin. We were born to be free, so put away the pain. There are the things of the train. You have so much and you don't care. You spending so much and won't fair. Buying you somewhere. Now one doing something in despair. When they call out for mercy, do you? Or do you only love those who are near? When you say you love, do you really care? For wealth and power and glory, they poison the children slowly. They start to your brothers and treat your sister unholy. And you know your judgment surely. Sharing the sunshine, breathing the ease of So now we are ready. Just finished the show of Shizidek at the Parker Place. Yeah. Whoa, so how do you feel it? Yeah, I'm feeling great. The show was great. The show was at the Parker Place. Booming. The ones who didn't come missed something. And those who came will tell you it was a great, great show. Sweet. Wise Man Band. Bam. Abidjan people. Full of vibes and full of love. I love it, you know, and I'm thankful. And after your performance on the stage, what's the public give you of your emotion, their emotion? How do you feel it? Yeah, I could feel the connection. As I said, the love was real, you know, I really appreciate love, the energies that I receive from people. It's true and pure, energizing. I love it. And do you afraid about something before you go on the stage or not? No fear. I don't know what Jawa, Rastafari,
you know, it's love for sharing and the people come to show love. So there's no fear in that. It's just joy and more joy. And the globality of your moment in Ivory Coast, your real side, the people that you meet, the food also. Yeah, it's a great place, very great place, man. Trust me, I expected the best, and you know, we get the best, and you know, we get more than the best. And I thank everyone, Mama Joanna, and you that do my team. You don't know, it was a great vibe, man. So are you ready? I'm gonna ask you one question. Are you ready? Just 1 second, listen to music. Close the door, please. Are you ready for a comeback in Ivory Coast and make something else, a plus for Ivory Coast people right now? Right now. Ready. Let's set it and chest like we'll be here. Ready. Nah, what about now? This is a place that I love and people I love. You know. Energy is real. You know, reggae music is the thing that keeps us together. Chesedek, ready for every course, anytime. Give thanks. Merci beaucoup. Give thanks, Chesedek. Blessing. Thank you very much. À bientôt sur Gojo TV avec un de nouvelles vibes. Yeah. Money costs right, money kill them, money pay my life, money makes sense when you make the right choice. Remember I made it on the way to high price. Money not nice, especially when the money not right. All the trouble in my family start right. So I scrape for the money and I grab right. Just try to get the money and buy respect. And other people with the other stress. Money can buy happiness. Food on is money shot bar. Food on is money shot bar. Food on is money shot bar. Still everything. Food on is money shot bar. Food on is money shot bar. Food on is money shot bar. Still everything. Like the people living in society, they don't really care about humanity. Putting their interest in vanity. All they really want is the money, the value for a few. But you know that money is love. Wouldn't you agree? The best thing in life is free. Free. Food and his money shot bar. Food and his money shot bar. Food and his money shot bar. Still never say yeah. Food and his money shot bar. Food and his money shot bar. Food and his money shot bar. Still never say. One of your sisters saying how the money is spent. One of your friends how the money is spent. Then you wanna come back smiling again. Jaja gonna hold you around the bend. Food and his money shot bar. 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 That's what we say. So I will say.
your trust in vanity, you know. À bientôt sur Gojo TV.